merci à tous de nous avoir rejoints ce soir pour la conférence sur les outils numériques, le plan d'action en entreprise face à la crise sanitaire, qui va vous être présenté par Monsieur Jean-Yves Inguéa, CEO et cofondateur d'Aeropolis. Un petit mot sur l'AEGE, donc l'association d'écoles de guerre économique, qui est constituée majoritairement des anciens de l'établissement et qui regroupe plusieurs clubs. Parmi ces clubs, nous avons le Club RISC qui aujourd'hui vous organise cette conférence. Nous travaillons majoritairement sur toutes les questions inhérentes au management des risques. Parmi nos productions, nous avons un article qui sort chaque semaine sur le portail de l'IE, une newsletter qui sort de façon mensuelle et nous organisons un ensemble de conférences. Si vous êtes intéressé par nous suivre ou avoir des informations sur ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter. Nous vous avons envoyé le lien avec la confirmation de cet email. J'invite tous les participants à couper leur micro pour plus de confort et je laisse la main à Monsieur Inguéa pour débuter cette conférence. Merci encore à tous de vous être connectés ce soir. Ok, vous la voyez en grand écran? Tout à fait, oui. Ok. Donc le thème, c'est les outils numériques, c'est également les actions et des plans d'action qui ont été mis en place dans les entreprises, qui continuent d'ailleurs à être mis en place dans les entreprises face à la crise sanitaire et ce qui en suit. Je me suis déjà présenté. Donc, il y a des questions, des questions générales en fait dans cette conférence, qui sont comment en réalité mieux interagir pour mieux décider, puisque beaucoup est une affaire de réflexion, mais aussi de coordination et de synchronisation. Donc, il y a différents angles d'approche pour cette question. Il y a pour vos salariés, pour vos partenaires, qu'est-ce qu'on leur propose pour travailler en situation de travail dégradé, en fait, en crise. Et puis, pour les responsables, quels sont les moyens, les exemples de choses à faire pour la prise et le suivi d'action. D'accord. Et donc, la question à laquelle on s'attache à répondre, c'est la crise. Est-ce que comment on fait pour garder l'initiative en fait? Est-ce qu'on va être en mode réaction par rapport à ça, ou bien est-ce qu'on va se préparer et on va être en mode de réponse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mieux décider du calendrier des événements et prendre la main. L'exemple que je donne, c'est une interview journaliste où on arrive dans l'interview et on n'a pas les questions à l'avance. On connaît, on se doute des thèmes qui vont être abordés, mais soit on répond du tac au tac parce qu'on connaît bien son sujet, ça on se fait confiance, et on répond du tac au tac aux questions, et donc on est dans la réaction. Soit on a préparé ce qu'on allait dire, et on est capable de vraiment mener l'entretien. Donc là, c'est un petit peu la même démarche, sauf que ça se passe pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. C'est une situation de crise compliquée, où on n'a pas tout prévu, mais dans la mesure du possible, on essaye d'être le moins dans la réaction et le plus dans la préparation de la réponse et dans la réponse. Donc, les points qu'on va aborder ensemble dans le temps qui nous est imparti. Donc, là, on est bien au niveau timing, je pense. Donc, je vais essayer de faire tenir ça en 30 minutes, dans une trentaine de minutes. Bon, si je déborde un peu, c'est pas très grave. Pour vous laisser le temps ensuite d'avoir un moment d'échange et puis de répondre aux questions qui viendront au fur et à mesure. Donc, je tâcherai d'avoir un peu d'ubiquité et puis de dépiler les questions au fur et à mesure, ou en tout cas de les reprendre à la fin, sans m'emmêler les pinceaux et sans vous oublier. Donc, les points qu'on va aborder, c'est les besoins et les outils pour les salariés, pour les décideurs. Et ensuite, en fait, on va, au-delà des grands principes qu'on va aborder dans les points 1 et 2, on va rentrer un peu plus en profondeur et en détail dans des actions pratiques à mettre en place. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut suivre. Et puis, quand on aura fait ce travail-là, on parlera du rétexte d'une startup. C'est la mienne, c'est pas compliqué, mais c'est intéressant aussi de parler de soi, comment on a vécu les choses. Et l'exemple d'une petite équipe comme la mienne, donne des idées aussi. C'est un rétexte intéressant. Et enfin, en conclusion, on fera un bilan de tout ça, on fera un petit récapitulatif. Mais l'intérêt de tout ça, c'est de voir dans le monde d'après, en fait, qu'est-ce qui va être conservé comme bonne pratique et comment on peut travailler la suite. Donc, les salariés sont en situation de travail dégradé. Ils l'ont été très rapidement, à l'espace de quelques jours. Ils se sont retrouvés chez eux en télétravail, ou alors pour ceux qui devaient travailler, c'était des conditions qui n'étaient pas simples du tout, en termes de déplacement, comment je me rends sur mon lieu de travail, en termes d'organisation, comment je gère par rapport à mes vies privées. Mes enfants ne sont plus gardés à l'école. Et puis, comment je gère sur un
sur un site où la présence humaine en fait, est extrêmement réduite. Et donc, il y a probablement des nouveaux risques qui vont apparaître. Pour les managers, c'est important de fixer des règles de bonne pratique. C'est-à-dire qu'on va donner en fait un tempo aux gens, parce qu'un tempo, ça donne de la méthode, mais ça rassure aussi. Donc, par exemple, ça va être de fixer des réunions à l'avance, de ne pas être dans la surveillance, la surveillance à outrance, et donc il faut apprendre à faire confiance à ses équipes. Et les gens qui se retrouvent chez eux doivent savoir en cas de problème à qui s'adresser. Donc, alors qu'avant, on avait les collègues autour de soi et finalement, on ne se posait pas cette question. C'est important, au-delà du simple manager à qui on va poser des questions, d'avoir des points de contact, parce que quand, je sais pas, quand psychologiquement ça ne va pas ou qu'on a des problèmes X, Y, on ne va pas forcément en parler à son manager. Et puis, est-ce que c'est vraiment à lui juste d'être place-là en fait, ou d'être sollicité sur des points qu'on va aborder plus en détail dans les parties suivantes, hein, puisque là, on n'est pas encore à ce niveau de détail-là. Il y a un point important aussi, c'est le côté Shadow IT. Donc, moi, j'ai balancé sur cette slide déjà tous les mots en anglais. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, le Shadow IT, c'est toute l'informatique qui n'est pas gérée c'est l'informatique cachée, hein, donc qui n'est pas gérée par les ressources de l'entreprise. Donc, typiquement, si vos employés, vos salariés se mettent à utiliser un WhatsApp, voilà, même des outils type Zoom, mais qui ne sont pas des Zooms d'entreprise, qui se mettent à utiliser les ressources qu'ils ont autour d'eux. Hein, s'ils ont une clé USB qui n'est pas à eux, ils vont emprunter parce qu'elle est là, ils vont peut-être stocker des données dessus, ils vont pas penser nécessairement à les resynchroniser avec l'IT du groupe. Donc ça, ce sont des données qui peuvent grossir en fait, semaine après semaine, jour après jour de travail. L'air de rien, au début c'est toujours provisoire, vous savez comment ça se passe. Et puis en sortie de confinement, on va se retrouver avec un shadow IT, donc avec des données qui sont en dehors de tout ça. Bon, heureusement, il y a des solutions qu'on va pouvoir leur proposer, et il vaut mieux anticiper avant que le dommage soit fait et qu'on perde du temps après à tout recopier ou aller chercher cette information-là. Et puis bien sûr, cette information-là, eh bien, elle n'est pas protégée par la DSI de l'entreprise, donc il y a des risques de perte, de fuite, de dégradation, etc. Okay. Et ensuite, gérer le Bring Your Own Device. Donc, là, j'ai donné la définition de l'acronyme en anglais. Tout simplement, il y a des employés dans certaines entreprises qui n'avaient pas de téléphone de travail, qui n'avaient pas d'ordinateur de travail. Alors, c'est de plus en plus rare, mais ça existe. Qui n'avaient pas peut-être les disques durs ou les moyens de stockage qui étaient à disposition. Et donc, ils ont pu se servir de matériels qui ne sont pas les matériels de l'entreprise. Et donc, exposer l'entreprise à des vulnérabilités. Et puis aussi, voilà, on sollicite leurs propres ressources. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça répond à la politique de l'entreprise? Il y a des entreprises qui favorisent ce type de comportement. Mais je pense que voilà, il y a des secteurs, typiquement le secteur de la défense, etc. Il y a des secteurs où on peut difficilement aller vers ça. Et puis, il y a une autre problématique, c'est en termes de cyber, hein, ça va être les équipements qui peut-être sont contaminés. Donc, je vais donner un exemple, j'ai mon ordinateur de travail qui est sécurisé, etc. D'ailleurs, s'il est sécurisé, il ne devrait pas autoriser ça, mais pour certains d'entre eux, on peut mettre une clé USB. Et si mon fils arrive avec un fichier sur lequel il a travaillé avec tous ses amis, et malheureusement qui est vérolé, et que je le mets pour pouvoir accéder à l'imprimante, ça paraît tout bête, mais ça peut être une source d'infection. Et puis le salarié en situation de travail dégradé, c'est important aussi de gérer, de travailler sa bonne formation. Bon, évidemment, ça dépend des catégories de personnel. Hein. Généralement, les développeurs, les gens qui sont vraiment dans la tech vont être plus à l'aise avec ces outils, mais pas tout le monde dans l'entreprise.
et puis pour pas toutes les entreprises. Donc, c'est important aussi de savoir travailler des formations à distance, pas forcément sur l'IT, des formations à distance en général, des webinaires, quand même, comme ce qu'on fait ce soir, c'est très bien. Et puis, ça peut être aussi des vidéos tutoriels qui vont être préparés par les uns pour les autres et qui vont venir en fait enrichir les bases et les supports de formation dans les entreprises. Donc il y a des opportunités aussi à prendre de tout ça, et on va revenir sur ce sujet. Donc la synchronisation doit être le mot d'ordre. Alors ça c'est important, c'est que les salariés ne se sentent pas satellisés. Quand on dit donc ça résume la slide, quand on dit les managers vont proposer des horaires réguliers, etc., des rendez-vous réguliers, on synchronise les personnes et on synchronise les données. Maintenant, pour les décideurs, il y a des choses à faire en plus, ça rajoute du pain sur la planche, donc bien communiquer. Alors, vers l'extérieur, il y a les réseaux sociaux qui sont bien pour là. On a beaucoup vu des posts. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont été très sollicités, ce qui a amené, notamment sur LinkedIn, parfois il y avait, j'allais dire, une forme de concurrence en fait dans les posts. On les voyait pas tous. Les règles habituelles pour tout ce qui est community manager, etc., gestion de la com, les règles ont été parfois un peu bouleversées parce que comme il y avait beaucoup de posts, les algorithmes répartissaient tout ça ou les filtraient ou les faisaient apparaître différemment. Donc, communiquer vers l'extérieur, c'est très important pour rassurer en fait, pour rassurer les gens qui nous suivent, avoir des informations fraîches au fil de l'eau et savoir que l'entreprise va bien. Ça peut être l'occasion aussi de poster du contenu un peu anti-anxiogène, enfin un peu sympathique. On voit les gens on a beaucoup vu ça, qui sont en télétravail, qui se motivent les uns les autres. D'accord. Et puis ensuite, bien communiquer et informer sa propre organisation. Donc ça c'est important parce que vos collaborateurs vont se poser beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des institutions représentatives du personnel, les IRP, et des syndicats pour faciliter les communications de crise, travailler avec eux. Donc il peut y avoir des points confus pour vos collaborateurs, le chômage partiel, le télétravail évidemment, mais le droit au retrait, l'impact sur la rémunération, c'est des points importants. D'accord. Et puis communiquer. Oui, être le relais des dispositifs nationaux ou régionaux, parce qu'en fait, tout n'est pas forcément, on ne va pas forcément réinventer la roue dans chaque entreprise, notamment les entreprises plus petites. Il y a des dispositifs qui existent au niveau national. Et pourquoi ne pas s'en servir? Donc, il faut être à l'affût de ces dispositifs-là. Ça fait partie du travail aussi, des responsables des entreprises, même des responsables sûreté et sécurité. Donc, être à l'affût de ces ressources-là et pouvoir se brancher et brancher ses salariés à ces ressources-là. Donc, je ne vais pas les relire, mais vous voyez quelques exemples. Je vais dire un mot sur le service OTE. Donc, c'est l'opération Tranquillité Entreprise de la gendarmerie. Donc, ça se fait par département. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ce service pour bénéficier de patrouilles régulières sur une zone. Alors, j'en parle parce que en période de confinement, il y a pour de nombreuses entreprises des accumulations de stocks et des sites qui se retrouvent parfois avec beaucoup moins de personnes. Donc, en fait, c'est des sites qui vont être davantage exposés, davantage isolés, même si la circulation de la menace aussi est réduite. Mais si je prends un exemple, qui est le rapport de la préfecture de Paris pour le premier trimestre 2020, il y a eu 50% de plus de cambriolage en entreprise pour début 2020. Donc, c'est quand même des chiffres à regarder. Il faut se préparer, il faut réagir par rapport à ça. Donc, en gros, les entreprises, elles ont intérêt à aller vers des moyens, les réseaux sociaux, les moyens de communication et des dispositifs existants pour se protéger et puis pour aussi gagner en productivité des salariés en fait, et en confiance des salariés. D'accord. Je vais donner un autre exemple, pas forcément sur la slide.
alors je parlais d'un outil que je ne suis pas un spécialiste de l'outil, mais je le connais comme tout le monde, qui est l'outil PayFit. Et autres outils de gestion de salaire et de fiches de paye. Ils ont fait une analyse, ils ont une étude chez eux. Ils ont vu que les entreprises gagnaient 51% de productivité pendant la période de crise, hein, en digitalisant en fait les fonctions type paye. Et pourquoi ? Parce qu'on évite une dépendance face à un prestataire. Ça évite d'avoir à synchroniser. On a une plateforme SaaS qui fait ça pour soi, donc on gagne en productivité. Et ça se voit d'autant plus pendant la crise. Okay. Alors, il y a un point pour finir ce point 2, c'est qu'évidemment, les outils, les moyens de communication, les outils qu'on utilise, qu'on peut mettre à disposition des salariés, ça, on va y revenir en fait tout au long de la conférence, c'est qu'ils doivent faire l'objet d'une bonne réflexion sur tout ce qui est contraintes RGPD CNIL. Donc, je vais revenir après, hein, mais dans les grandes lignes, il faut savoir justifier pourquoi on utilise tel outil et pourquoi on se sert de telle ou telle donnée, et puis surtout garder la maîtrise, hein, que ce ne soit pas un risque supplémentaire de fuite de données. Okay. Alors pour les décideurs, donc il y a, alors nous on a vu une chose. Je vais parler d'un peu d'expérience personnelle, c'est que on travaille beaucoup avec les directeurs sûreté et sécurité, et en particulier les directeurs sûreté. Et donc pendant la crise, on a travaillé à leur apporter des solutions un peu nouvelles, parfois juste des idées, hein, pour certains de nos clients, des choses. Ils utilisaient déjà nos outils, mais on essayait de les amener vers une utilisation différente des outils. Par exemple, des tests d'autodiagnostic Covid, des choses comme ça. Et ils nous ont dit, ah mais non, mais ça c'est pas nous, ça c'est le HSE. Et c'est pas un mec qui gère du tout, etc. Et ils ont été plusieurs m'ont dit ça, donc c'est pas un cas isolé. Et nous on a trouvé ça dommage parce que justement la crise, c'est le moment ou jamais de se coordonner et d'arriver à, même si c'est pas exactement ses prérogatives, à travailler sur des sujets un peu annexes et à bien échanger avec les autres pôles de l'entreprise. Là j'en ai mis certains, mais il y en a des pôles plus importants. Enfin, la liste peut être plus longue. La communication, le juridique, etc. Okay. La deuxième chose pour les décideurs et les responsables de sûreté et sécurité, évidemment, c'est de mettre à jour les documents d'organisation. Donc, on va pas faire la liste, mais enfin, documents de sécurité, PCA, etc. Travailler et retravailler sa gestion de risque. Bon, là-dessus, pour rentrer dans les détails, on avait fait une newsletter que vous pourrez retrouver, que je pourrais vous renvoyer sur comment travailler ses mises à jour de PCA pendant le Covid. Donc ça va un peu plus loin que ce que je vais dire ici à l'oral. Mais avant de rentrer dans les détails, toujours dans les grandes lignes, une crise, c'est l'opportunité de mieux faire et donc d'aller vers l'innovation. Et donc c'est dommage de dire à des nouvelles solutions, je suis très pris par mon PCA, je suis en train je travaille beaucoup, j'ai le nez dans le guidon, donc je ne vais surtout pas passer une heure ou même une demi-heure, hein, à regarder un nouvel outil, à faire un peu de veille. C'est dommage en fait. C'est exactement ce qu'on conseille de ne pas faire. Ce qu'on conseille de faire justement, c'est d'aller vers l'innovation et puis de pourquoi pas déployer rapidement un outil, parce que l'outil il montre tout de suite que ça marche et que c'est pratique et que ça amène quelque chose. Donc c'est dommage de passer à côté. D'accord. Et toute cette crise, en fait, ça a amené les responsables de sûreté et de sécurité totalement au cœur du jeu et au cœur du business. Donc, je sais que les gens, il doit y en avoir pas mal parmi vous, hein, mais les gens étaient très sollicités. Donc, moi, je tire leur chapeau sur le travail qui a été fait. Okay. On va commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Donc, sur les outils, hein, des outils qui existent. Je ne peux pas en faire la liste exhaustive évidemment, mais ce qui est important, c'est d'avoir une base pour gérer des documents et d'avoir des outils communs, que ce soit pas chaque service qui utilise son propre outil et que ce soit découpé de partout, donc d'unifier les choses. Donc les bases documentaires, il y a des bases publiques, hein, il y a
il y a pour les petites sociétés, ça marche très bien, hein, Google Drive, etc. Il peut y avoir les bases documentaires de l'entreprise, hein, qui sont installées, les serveurs de l'entreprise. Il y a pas mal de solutions qui sont offertes. Des outils pour les décideurs pour se synchroniser. Alors, moi, j'ai un outil que j'aime bien, hein, quand on ne veut pas un outil payant, qu'on peut mettre le prix, etc., et qu'on veut travailler ses tâches. Trello est un bon outil en fait pour synchroniser ses tâches. Bon, évidemment, il y a l'outil d'Heropolis, hein, mais c'en est un parmi d'autres. Et c'est important pour se synchroniser, pour ce travail de synchronisation, d'avoir des outils en commun. Ces outils, en fait, ils vont amener aussi des échanges textuels. Donc, tout le monde a des emails, évidemment. WhatsApp, tout le monde l'a en perso. Donc, la tentation est grande. Bon, là-dessus, on en a fait aussi une com chez Heropolis pour dire les dangers d'utiliser WhatsApp, mais et pourquoi c'est pas forcément toujours pertinent. Il y a Slack qui marche bien. Pour des canaux de discussion. Et puis, il y a les chats qui sont intégrés dans des outils. De plus en plus d'outils aujourd'hui, Heropolis évidemment, mais comme beaucoup d'autres, ont des chats intégrés. Là, c'est pareil, voir ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire ces outils, est-ce que ce sont des outils publics? Est-ce que vous pouvez les installer sur les serveurs de votre entreprise? Est-ce qu'ils sont installés sur des serveurs sécurisés? Et surtout, est-ce que les données, il n'y a pas une fuite? Est-ce que c'est vous qui avez la propriété pleine et entière de ces données? Et est-ce que vous pouvez bien les utiliser, en fait, les valoriser? Donc, c'est ça, c'est la nécessité de penser, rationaliser, valoriser, protéger de nouveaux types de données. Parce qu'en fait, avec ces données, avec ces nouveaux usages qui sont des usages à distance, en distanciel, comme on dit, on va générer de nouveaux types de données qui peuvent avoir de la valeur et sur lesquels des data scientists, mais aussi des responsables d'innovation, des startups peuvent travailler pour vous amener pour bonifier tout ça. Donc, par exemple, ça peut être digitaliser un PCA. Ça a des intérêts, mais je vais y revenir juste après. Okay. Donc, des actions pratiques maintenant. Ça y est, on est dans la phase, dans le chapitre 3, on va commencer à rentrer dans le détail. Okay. Des actions pratiques. Okay. Alors, pour les salariés qui sont en télétravail, c'est important de prendre des nouvelles de leur état. Il y a des gens qui ont un peu pété les plombs. Surtout vers la fin du confinement, on n'en pouvait plus. Beaucoup de gens n'en pouvaient plus. Donc, prendre de leurs nouvelles, c'est bien. Il faut faire ça pour anticiper. Donc, là, ça sera vraiment la seule slide où vous aurez des captures d'écran Heropolis. Après, j'arrête. On a mis en place des procédures, en fait, des workflows qui permettent d'interroger avec un chat automatique, d'interroger, de poser des questions à des salariés et d'activer des choses, en fait, selon leurs réponses. Donc, l'état psychologique 1. 2, les outils numériques. Est-ce que les gens sont à l'aise avec? Plutôt que de les laisser mariner et s'énerver, on va anticiper ça et on va venir leur demander si tout va bien, que chaque outil en fait est bien utilisé, que les gens sont à l'aise avec ça. Et si les gens répondent non, on va peut-être les diriger vers des ressources de l'entreprise qui sont dont le rôle pendant la crise, ça va être d'être des pédagogues et des formateurs pour vos salariés. Et le troisième point, donc le psychologique, les outils numériques. Et le troisième point, c'est les bonnes conditions de travail. Donc, c'est l'ergonomie du poste. Hein. Donc, moi, j'ai vu des entreprises qui ont envoyé des écrans, des grands groupes, qui ont envoyé des écrans à beaucoup de monde, pour que les gens travaillent, avoir un deuxième écran en plus du PC mobile, pour pouvoir travailler de façon ergonomique. On peut envoyer un clavier, on peut envoyer du matériel. Vous savez, les structures pour être bien en face de son PC. C'est important parce que évidemment les TMS, les troubles musculo-squelettiques qui vont apparaître si on n'y fait pas attention. Et puis les rappels sur l'hygiène cyber. Donc on rappelle la séparation. Donc là on va creuser un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, des outils pro et perso. Mais également, là je vais essayer de donner deux, mais il y en a d'autres, et les tentatives d'hameçonnage. Donc, tentatives d'hameçonnage, là-dessus, il y a eu
Ouais. Il y a une augmentation très importante du nombre de tentatives d'hameçonnage. De toute façon, tout le monde l'a vu, hein, il suffit d'avoir une boîte mail pour en recevoir pas mal. Donc, il faut travailler ça, peut-être ces filtres spam aussi. Donc, aujourd'hui, ouais. Il y a le baromètre des Risk Alliance qui a fait une analyse là-dessus. Donc, par exemple, en Italie, il y a eu un nombre record de cyberattaques depuis le début de la crise et un vol de données suite à du phishing. Hein. Un vol de données, le coût moyen d'un vol de données, c'est 42 millions de dollars. Donc, c'est des pertes extrêmement importantes parce qu'un salarié a cliqué sur un mail. Donc, la formation est absolument vitale. Donc, il y a une phrase là-dessus, c'est que le meilleur outil de détection d'une menace, c'est le collaborateur lui-même. Ça, c'est un motto chez Europolis. Donc, salariés, c'est des portes d'entrée, mais c'est aussi des gens qui vont pouvoir vous alerter. Donc, dans la formation, c'est important de le rappeler. Sur vos salariés en télétravail, donc n'hésitez pas à leur apporter, quand ils vont répondre, parce que là on leur pose des questions sur l'état psychologique, etc., on doit leur apporter des réponses. Sur leur état, ils peuvent tout à fait être malades, etc. Donc là-dessus, vous pouvez les diriger vers des outils en tout cas des solutions qui ont des entreprises qui proposent des outils de téléconsultation, hein, pour tout ce qui est notamment médecine du travail. Voilà. Et puis c'est des solutions aussi qu'on peut apporter aux salariés. Alors ça, c'est la slide suivante. Salariés qui travaillent. J'y reviendrai. Okay. Comme autre exemple d'outils qu'on peut proposer aux salariés, c'est de ne pas imprimer chez eux, de ne pas solliciter leurs imprimantes, et donc d'aller de plus en plus vers la signature électronique. Ça, vraiment, ça a été boosté pendant la crise. Donc, des outils comme DocuSign, par exemple, pour la signature électronique. Ça ne coûte pas cher, c'est super simple à prendre en main, même pour un néophyte. Et ça permet d'éviter les impressions et les sollicitations par courrier. On évite de se déplacer pour aller à la boîte aux lettres et on évite de transmettre un virus éventuellement parce qu'on a imprimé, parce qu'on voulait absolument la signature écrite. Donc, ça, c'est super bien. Voilà. Et puis l'arrivée d'outils de plus en plus visuels, donc on va y revenir, hein, pour la sûreté sécurité, mais il y a des outils visuels et surtout des outils intelligents qui vont permettre, quand vous faites des contrats en fait, avec vos clients ou avec vos assureurs, etc., d'avoir des solutions contracts. Pour les actions pratiques sur les salariés qui reviennent sur site ou qui ont eu besoin de revenir sur site pendant le confinement. Donc là, évidemment, ça fait débat. Nous, ce qu'on a proposé avec notre outil, c'est un questionnaire lié aux symptômes Covid. Donc, on a eu deux approches qu'on a fait. On a une première approche où l'entreprise ne gère pas le questionnaire. En fait, on s'appuie sur le questionnaire, notamment par l'Institut Pasteur. Donc, le salarié a utilisé ces questionnaires, ces plateformes nationales, validées par le ministère de la Santé, donc ça aide. Mais on peut aussi proposer donc ce questionnaire-là. Alors, ça doit être fait sur base d'un volontariat, évidemment. Il doit y avoir une adhésion des différentes instances, évidemment. Ça doit être associé à un dossier CNIL RGPD, évidemment. Donc là, je rappelle les grands principes sur les données. Alors, normalement, ces questionnaires-là c'est pas un outil médical. Donc, voilà. Et puis, on peut aussi ne pas en fait, enregistrer le résultat des réponses, mais venir, ça on l'a fait dans une ville. En fait, la personne répond au questionnaire, mais c'est un peu pas fait. Il y a le questionnaire, l'entreprise ou la ville va venir poser la question à la personne de savoir si elle a besoin d'aide. Et en fait, c'est une manière détournée, mais pas vraiment. Le truc, c'est qu'on n'a pas accès aux résultats, mais on est au chevet de son salarié pour l'accompagner. Ceci dit, et néanmoins, pour couvrir tous les risques, on peut faire un hébergement HDS, c'est pas DHS d'ailleurs, il y a une typo, c'est les hébergeurs de données de santé. Donc, alors nous, comme on est SMH de Thales, sur le cloud Thales, on a la capacité de faire de l'hébergement de données de santé. Maintenant, il en existe d'autres, il y a une liste
de cloud qui savent faire ces hébergements-là. À ce jour, on n'a pas eu besoin d'aller vers cet hébergement, mais c'est à surveiller comme sur le feu. En fait, ça dépend de quelles questions on pose exactement, il faut faire attention. Okay. Ensuite, sur les salariés qui reviennent sur site, donc il faut anticiper leur état psychologique et venir vers eux avec des questionnaires aussi. Avec des questionnaires. Ça peut être un questionnaire qu'on leur pose régulièrement. D'ailleurs, c'est pareil pour le Covid. Hein, on peut l'automatiser pour qu'il soit posé tous les matins à 8 heures avant d'aller au travail. Et puis, si le résultat est négatif, on reste à la maison. Et ça, on peut l'automatiser. Donc, on peut interroger ou faire des rappels à des milliers de salariés de façon automatique tous les matins. Ça ne pose aucun problème. Donc, pareil sur l'état psychologique, le retour à la vie sociale, il ne se fait pas sans heurts. J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'aurais dû le mettre d'ailleurs dans le slide, des gens qui avaient entouré de cellophane leur clavier et leur souris. Il y a des gens qui sont, qui sont un peu qui ont peur en fait d'être contaminés par leurs collègues. Le collègue qui tousse, il y a un collègue qui respecte pas qui sait pas laver les mains ou quoi. Et donc il peut y avoir des tensions qui apparaissent au sein des équipes. Donc ça, c'est important de les anticiper pour éviter que ça dégénère. Okay. Et puis, la répétition des gestes de distanciation, donc ça, c'est toujours valable aujourd'hui, bien entendu. Et donc, on peut automatiser le fait de notifier régulièrement sur des règles de bonne pratique. Je vais donner un exemple, c'est dans les locaux où nous on est, ils ont placardé à l'entrée les règles de bonne pratique. Moi, je les ai lues le premier jour et je vous avoue que par la suite, on passe devant et on va bosser, on ne les relit pas tous les jours. Or, les mesures peuvent évoluer et puis les gens oublient en fait telle ou telle chose. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des notifications ou des petits rappels ou même des mises à jour sur les conditions qui sont en vigueur pour les distanciations et les règles d'hygiène. Alors, après, il y a l'aspect prestataire. Donc, autre volet, les prestataires, ce ne sont pas vos salariés. Pour autant, il faut quand même les informer des règles d'accès à un site. Alors, évidemment, il y a plein de catégories de prestataires. Il y en a une catégorie un peu particulière qui sont vos agents de sécurité et les gens qui gèrent vos sites. Donc, évidemment, là, le canal est contrôlé, mais il y a d'autres types de prestataires et il faut les informer des règles, pas commettre d'impairs, et notamment des impairs dans les relations avec les salariés. Et puis, prendre de leurs nouvelles parce que les impacts, ça peut être des gens qui ne viennent pas, ça peut être des gens qui ne viennent plus, qui ont été mis en chômage ou qui ne veulent pas venir. Mais ça peut être également pour vos prestataires des retards en livraison. Il va y avoir des prestataires qui en fait vont être en télétravail et vous allez attendre d'eux des livraisons et donc les moyens de synchronisation avec eux. Alors souvent c'est des gens qui sont intégrés à vos équipes, mais ça peut ne pas l'être. Donc il faut bien suivre ça. Bon, là on est au-delà de la sûreté. J'avoue. Ok, donc par exemple, de moyens d'action que vous pouvez mettre en place, c'est une plateforme de chat dédiée pour vos prestataires. Vous allez pouvoir les gérer un peu différemment de la façon dont vous gérez vos salariés, parce que le besoin d'en connaître n'est pas le même. Et donc ça, sur notre plateforme, nous, c'est des choses qu'on gère, le besoin d'en connaître, mais vous pouvez prendre d'autres outils de chat comme vous le souhaitez. Un autre exemple, c'est pour la gestion de site, de leur proposer une application mobile. Et là, l'application mobile, alors soit c'est une application pour vos prestataires, mais c'est rare. Généralement, c'est une application pour tout le monde, mais les prestataires, vous allez pouvoir les gérer de façon un peu différente, notamment dans la remontée d'informations. Elle écoute à la réception de notifications d'informations plutôt qu'en émission. Mais en tout cas, les prestataires et les fournisseurs, évidemment, ça vous le savez déjà, les intégrer dans les matrices de risque, mais également penser à leur proposer des services dédiés, parce que les services dédiés que vous allez leur proposer vous permettent de dérisquer en fait vos propres risques à vous. Okay. Maintenant, pour les responsables de sécurité, donc là, c'est les méthodes habituelles, hein, donc d'identification, d'établir un peu des matrices de responsabilité et des fonctions stratégiques et des fonctions et des postes stratégiques.
Voilà. Mettre à jour évidemment vos matrices de risque pour les nouvelles vulnérabilités. Donc, on en a parlé, hein, des phishing par mail, mais ça peut être aussi un site en sous-effectif. Qu'est-ce que ça va amener? Donc, il y a eu des cas de harcèlement, on a vu ça, hein, donc, avec des équipes très très réduites. Les gens peuvent un peu se lâcher, mais ça peut être aussi le risque, un site où il y a très peu de monde, un risque d'intrusion et personne ne fait attention. Évidemment, les vulnérabilités pour les télétravailleurs, bon, on en a déjà parlé dans la slide d'avant. Et donc, ce que je voulais dire de vraiment important dans cette slide, et là ça résume un peu, la philosophie, c'est que les nouveaux outils que vous allez utiliser pour faire votre sélection, vous allez faire là, alors, pour avoir penché dessus, dans la mesure du possible, les meilleurs outils sont des outils qui sont des outils visuels, sont des outils interactifs, sont des outils cybersécurisés, sont des outils qui peuvent être utilisés sur plein de supports parce qu'on est à la maison, on est au travail, on n'a pas accès à tout. Donc, un accès avec un outil en SaaS, hein, on se log sur une page web, qu'on peut installer sur son PC, sur son smartphone, sur d'autres moyens aussi. Et donc qui vont permettre visuellement, de façon interactive, de classifier les choses et de retrouver facilement l'information. Un outil qui vous permet, qui a une fonction de recherche, qui vous permet de retrouver vite une donnée, bah, c'est un meilleur outil. Et enfin, un outil qui permet la coordination et le suivi des tâches. Par exemple, si on veut échanger des informations avec WhatsApp, je suis désolé, mais WhatsApp ne permet absolument pas de se coordonner et de suivre des tâches. On ne peut pas affecter des tâches à quelqu'un et suivre quand est-ce qu'il a fait. Donc, il y a d'autres outils. Bon, je parlais du mien, mais il y a d'autres outils qui permettent de faire du suivi de tâches. Je vais parler tout à l'heure de Trello, qui est un outil gratuit et qui est super. Donc, allez voir ce qui se fait, ça vous donnera une bonne idée de ce qui se fait de façon interactive. Alors là, comme c'est un outil gratuit, ce n'est pas forcément le plus sécurisé, mais pour les petites boîtes, ça marche très bien. Et puis donc, on l'a déjà dit, le fait de communiquer et de former. Donc là, on va aller vers l'innovation, on va interconnecter les différents pôles de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un différenciant en fait. Vous allez clairement vous démarquer si vous faites ça dans vos entreprises. Il y a une autre chose, au-delà du risque cyber que je voulais parler dans cette slide, parce qu'on dit ouais, WhatsApp, etc., ou Trello, ou les outils gratuits, ou Zoom, etc., ça amène du shadow IT. C'est aussi le fait d'entacher, enfin de rendre flou la frontière entre la vie perso et la vie pro. Donc c'est une source de risque aussi, de risque plutôt psychologique, etc. Mais vous allez épuiser vos salariés si tout est interconnecté, et donc ils vont être notifiés le soir ou n'importe quand, et leur séparation vie perso et vie pro, si vous vous retrouvez avec 15% de vos salariés qui divorcent après le confinement, c'est pas bon pour la boîte. Okay. Et puis autre sujet, bien sûr, évidemment, autre point, c'est la distraction et la déconcentration. Si on mélange les outils et les équipements, eh ben on va passer de l'un à l'autre rapidement. Okay. Ensuite, ça on a déjà parlé. Les outils que vous avez utilisés, donc type mail, type WhatsApp, type des outils un peu mieux. Il y a Citadel, il y a Aeropolis, il y a tous ces outils-là qui sont utilisés. C'est important que ces outils-là vous permettent, Slack, vous permettent d'organiser les échanges par thématique et par sujet spécifique. Slack est un bon outil. On travaille cette chat de la bonne façon. Donc, il faut que les informations qui sont véhiculées, on puisse vite les retrouver, mais qu'elles atteignent aussi rapidement leur cible, parce que les gens sont sursollicités. Donc, il faut qu'il y ait ce niveau de filtre. Donc, il faut des outils efficaces là-dessus pour les échanges pro.
Bon, alors là, je vais parler un petit peu de la façon dont nous, on a vécu ça. Donc là, chez Aeropolis. Les actions qu'on a menées. Donc, évidemment, on applique à nous-mêmes les bons conseils qu'on vous a donnés avant. C'est qu'on a organisé en fait des visioconférences par thématique. Donc nous, on utilise l'outil de Microsoft notamment. Enfin, on était entre Microsoft et l'outil et Hangout qui est devenu Meet après, donc l'outil de Google. Mais après, c'est une transition qu'on a fait justement pendant le confinement. Donc, c'est des visios par thématique sur des créneaux fixes de semaine en semaine. Donc, dès le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, on a l'équivalent du stand-up pour les techniciens, mais donc on a une visio technique donc tous les lundis matins, par exemple. La grande visio où il y a vraiment tout le monde, toute l'équipe, c'est le mercredi matin. C'est borné, ça dure maximum 1 heure, généralement c'est 3/4 d'heure. Et puis quand on déborde, c'est pas bien. Et puis après, il y a la visio commerciale. Donc c'est vraiment par pôle d'activité, mais faites-le aussi donc pour les points sûreté et les points sécurité et les points HSE et les points juridiques. Et vous avez ces points-là, et donc vous avez les groupes de travail où les gens dans ce job qui vont se retrouver à heure fixe. Et en fait, c'est le plus important. Quand on a fait ça, déjà, ça faisait du bien, à l'équipe. Alors, ouverture des accès et contrôle des fichiers sources. Ouais. Ah oui, ça y est. Pardon. Là-dessus, nous, on avait notre site internet vitrine, hein, que tous les hackers du monde peuvent pirater. On s'en fiche, il est découpé du reste. Et ben nous, on a fait une analyse de risque sur tous nos outils, notamment les outils de com, et on a vu il y avait encore des accès de personnes qui étaient avant dans l'entreprise, qui pouvaient se connecter pour modifier le site, mais également que les fichiers sources, en fait, le code du site était hébergé sur un serveur public. Et donc, on a rapatrié ce code-là chez nous pour qu'on puisse à tout moment pouvoir le réparer. Ensuite, alors ça c'était la grande histoire, c'est de changer les priorités techniques et commerciales. Donc clairement, mais tout le monde l'a senti, hein, tout ce qui est développement commercial a été très très gelé. D'abord parce que les gens à qui on travaille, c'est les directeurs sûreté, donc ils étaient en train de revoir leur PCA, mais donc ils avaient autre chose à faire que nécessairement de poursuivre certaines activités avec nous. Et on s'est dit très bien, on a un peu de marge de manœuvre, bah, il y a transformons la crise en opportunité. On a changé toutes les priorités, tant au niveau technique que commercial. Donc, techniquement, par exemple, on a anticipé, on a monté en priorité le développement de tout ce qui est outils d'audio et visioconférence sur la plateforme Aeropolis. Okay, pour pas que les gens aient plusieurs outils, pour avoir un outil unique et sécurisé. Donc ça, on l'a avancé. Et puis beaucoup des gens avec qui on travaille en fait utilisaient Zoom, mais d'autres outils publics, donc on peut leur proposer aussi. Les priorités techniques et commerciales. Donc en termes de développement, là on a été dans le gratuit, puisque tout à l'heure on disait qu'il fallait pousser les responsables sûreté sécurité à utiliser nos solutions pendant la crise, mais c'est compliqué s'il faut aller ouvrir une ligne budgétaire. Donc, on est passé sur du gratuit pendant la crise et même au-delà. Donc, on est même allé jusqu'à parfois 2-3 mois d'utilisation gratuite de l'outil pour certaines entreprises. OK. Donc, les priorités en termes de développement. Donc, nous, on a eu un cas de figure qui est avec l'un de nos clients qui est une ville et qui utilisait Aeropolis pour les besoins de l'équipe municipale. Et bien là, avec l'autorisation de la préfecture, on a ouvert l'outil à toute la population. Donc, on est passé du mode j'allais dire entreprise, enfin, du mode salarié, du mode privé, au mode ouvert. Et donc, ça a permis à cette ville d'ouvrir à sa population un certain nombre de services. Et ça, c'était intéressant. Bon, ça, évidemment, sur le coût financièrement, ça rapporte
le résultat est nul, mais d'un point de vue de l'image et de la communication, c'est très important. Ça a été très important puisque il y a eu des relais dans la presse. Et il y a 10 jours, j'étais sur Europe 1 pour en parler. Donc, ça fait du buzz et il ne faut pas passer à côté de ce genre d'opération. Et puis, ça a amené des choses, à la population, hein, notamment les personnes âgées qui pouvaient commander des plateaux repas au travers de l'application. C'était pas mal. Et plutôt que d'avoir aussi des informations des commerces qui étaient ouverts, etc., plutôt que d'aller de se déplacer, de voir que c'est fermé, de revenir. Donc il y a plein de petits services en fait qu'on a travaillé avec la ville. Donc vraiment on s'est repositionné parce que c'était des choses sur lesquelles on travaillait pas du tout avant. Voilà. Le cloud pour la gestion des données et des fichiers, bon, est-il la peine d'en parler, mais ça a été très important de vraiment tout mettre sur un espace partagé. Et d'avoir vraiment zéro fichier personnel sur son disque dur personnel. Donc le besoin de communiquer, plus que jamais, c'était important pour donner une image. Donc les moyens qu'on a pu utiliser, c'est des communiqués de presse, c'est de la communication sur les réseaux sociaux. On a dédié 3 newsletters à la gestion Covid, donc un sur le PCA, un sur le PRA et le troisième sur la partie cyber, je crois. Et puis donc, quand on peut venir dans les médias en parler, c'est bien. Et fini de parler de nous. Très bien. La crise sanitaire, en fait, elle a exercé une pression triple, pression technologique, morale et psychologique sur les entreprises. Et c'est pas anodin. Donc, c'est une crise qui appuie sur plusieurs vulnérabilités simultanément. Généralement, c'est ça une crise, mais là, pour le coup, ça a été lourd pour ça. Ok. Donc, ça a été un challenge en fait pour les entreprises pour rebondir en se tournant vers des nouvelles solutions, hein. On a parlé de PayFit pour la paye, hein, qui est automatisé plutôt que d'avoir un prestataire. Euh, pour perdurer, anticiper les événements futurs, en fait, quand on a mis en place des actions lors d'une crise, bien juste après la crise, eh bien, on est mieux pour la crise suivante. Donc, c'est très bien. La vague 2, je ne sais pas s'il va arriver. Et puis adapter ses offres parce que les conditions d'approvisionnement ont pu changer. Ça, c'est important quand on fait de la veille économique. C'est que les conditions d'approvisionnement, en termes de sûreté et de sécurité, parce que les transports, les moyens de transport ne sont plus les mêmes, en termes de stockage aussi, et puis en termes de chaîne d'appro, il y a des impacts qui sont indéniables, hein, quand on parle de reproduire, par exemple, certains médicaments, on pense au paracétamol en France, ce n'est pas anodin, c'est plutôt bénéfique en fait, sur la gestion des risques sur les chaînes d'approvisionnement. Mais après, il peut y avoir des risques qui apparaissent, et je vais parler d'un d'entre eux, c'est la fermeture des frontières. Ce risque-là, je ne suis pas sûr qu'il ait été très décrit dans les différents PCA, mais aujourd'hui, il y a une forme de repli, ou en tout cas de meilleur contrôle qui veut s'exercer sur les frontières. Ça a commencé avant la crise avec Trump, mais au-delà des taxes, là, c'est vraiment les frontières qui peuvent se fermer. Et donc, on est obligé de prendre en compte ce risque-là. Et puis après, c'est le rythme et l'aspiration du marché. Alors, les aspirations du marché, parce que le marché va évoluer, en fait, va vouloir d'autres services ou des évolutions du service. Et donc, les risques qu'on a prévus pour le produit A ne sont pas les mêmes nécessairement que les risques, que la matrice de risque pour le produit B. Donc là, il y a un travail supplémentaire sur le PCA. Donc, encore une fois, on a intérêt à avoir un bon outil pour faire son PCA et le générer facilement. Et puis le rythme, j'ai parlé du rythme parce que le marché, quand le marché consomme moins, par exemple, il y a des besoins de stockage. Donc, on va stocker plus. Donc, il faut protéger soit on stocke dans ses propres locaux, il faut les protéger, soit on a des plateformes en fait, de logistique ou de stockage. Et c'est de nouveaux risques qui peuvent apparaître quand on était en flux plus tendu avant et qu'on se retrouve avec des stocks à gérer. Et puis les stocks d'approvisionnement, j'aurais dû le dire quand je parlais des approvisionnements, il faut peut-être parfois augmenter le nombre de choses qu'on peut stocker pour pouvoir continuer à produire, même quand il y a une coupure
temporaire d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, en fait, les conclusions qu'on peut tirer de toute cette conférence, elles sont de 4 niveaux. Première chose, c'est que c'est les organisations qui ont initié leur transformation digitale en amont qui ont le mieux réussi. Donc, on pense à ceux qui ont digitalisé la paye, par exemple, mais il y a d'autres fonctions d'entreprise qu'on peut digitaliser avec des plateformes SaaS. Je sais pas, la sûreté avec Europolis, mais il y a d'autres exemples. Et puis, ça va donner des leçons aux autres entreprises. Ensuite, lorsque les collaborateurs ont été bien accompagnés, les outils numériques, en fait, la sauce a pris. Donc aujourd'hui, il y a une vraie accoutumance en fait, aux outils numériques. Et ça va amener nécessairement de nouveaux usages. Et c'est aussi une des leçons, mais on va en parler pour le monde d'après. C'est la slide de d'après. Les comportements qui ont changé au niveau des salariés, au niveau des gens. Ensuite, le fait d'instaurer, en fait, de cadencer les choses, les rythmes de réunion, c'est une chose, mais c'est aussi les rythmes de communication, c'est aussi les rythmes de travail sur le PCA et sur les gestions des risques. Et bien c'est important de pouvoir le réaliser. Par exemple, on peut décider juste d'attendre la prochaine déclaration du ministre ou des instances sanitaires qui vont nous dire qu'on a le droit de faire ceci, de faire cela, mais on peut aussi les anticiper, et il vaut mieux les anticiper parce que c'est ce qu'on disait tout au début, c'est l'un des objectifs, c'est de ne pas être en réaction, mais d'être en réponse. Et enfin, comment on peut garder un lien qui est bienveillant et non intrusif avec tous les gens qui travaillent, et donc continuer à travailler malgré la crise de confinement. Maintenant, le monde d'après. Alors, ça commence évidemment par le PRA, plan de reprise d'activité. Généralement, on en est arrivé au bout là, mais on est aussi beaucoup dans les phases de rétexte, donc les PRA peuvent encore bouger pour la gestion des règles sanitaires, créer des cellules psychologiques. Donc, il y a des documents à l'INRS, alors je n'ai pas mis les liens, mais vous pourrez aller chercher sur Internet. Ils sont très bien faits, ils sont aussi par secteur, donc appuyez-vous dessus pour aller travailler vos PRA. Voilà. Les nouveaux risques, voilà, on l'a cité, la fermeture de frontières, mais il y en a d'autres. Donc, il y a le PRA et puis il y a les mises à jour du PCA qui va s'en suivre. Donc, la deuxième leçon pour le monde d'après, ou conseil, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle la stratégie digitale. Encore, j'aurais dû le mettre au début, celui-là, encore un nouveau mot. Donc ça allie, c'est un mot qui allie en fait le physique et le distanciel, parce que les gens seront maintenant de plus en plus un peu en télétravail, un peu sur site, et quand ils seront sur site, il y aura de la distance. Donc il y a des mesures sanitaires, mais aussi des aspirations de vos salariés. Donc là, la méthode qu'on peut donner, c'est de se projeter en imaginant une journée type par catégorie de salariés. Donc on va dire par exemple, mon commercial, avant on imaginait bien comme il travaille, parce qu'il travaille comme toujours. Après la crise sanitaire, dans la stratégie digitale, comment il va travailler. Il va démarrer sa journée comme ça, etc. Et ça, on peut le faire pour un salarié lambda, on peut le faire pour un agent de nettoyage, on peut le faire pour un agent de sécurité, on va revoir en fait leur journée de travail, et en fait on peut même les dessiner, on peut le faire manuellement, mais on peut le faire sur des outils, et essayer d'identifier des risques ou de leur apporter des solutions en ayant fait cette réflexion-là. Donc, des exemples d'outils et de façons de faire pour le monde d'après. Le e-réservation, après, les gens le connaissaient, les centrales de réservation de voyage. Dans les grands groupes, c'était très digitalisé. Mais il faut que ce soit encore plus, plutôt que de passer nécessairement par une secrétaire ou une assistante qui va gérer cet outil-là, avoir un outil qui est suffisamment ergonomique pour que tout le monde puisse faire ça. Le click and collect, c'est tous ces outils où on peut en fait échanger des informations, échanger des données en fait,
facilement et sans avoir forcément des contacts physiques. Alors, le sans contact partout, alors sans contact, on pense tout le temps au paiement, mais c'est aussi quelque chose d'important pour tout ce qui est localisation des personnes. Je pense par exemple aux rondiers ou aux visites de sites ou aux visites de surveillance, où on a des points des checkpoints. On peut le faire avec des outils digitaux, donc notamment avec un smartphone. Il y a plusieurs approches là-dessus pour la localisation sans contact. Il y a le GPS intégré, il y a le beacon, notamment dans le monde tertiaire qui est en train de se développer. Il peut y avoir du QR code, il peut y avoir du NFC. Donc, il y a vraiment différentes approches. Donc, nous, on a mené une analyse là-dessus. On a listé entre 12 et 15 outils différents, enfin, techniques différentes pour savoir où sont les gens de façon, en privilégiant ceux qui sont sans contact. La personne n'a pas touché quelque chose pour que ça marche. Le monde après, c'est aussi un monde où on va rassurer parce que la crise va se poursuivre ou revenir, ou de toute façon, il y en aura d'autres. Et donc, travailler son image pour montrer que l'entreprise est fiable, mais également qu'elle est dynamique. Et donc, regardez, pendant cette crise, on a su inventer et apporter de l'innovation. Et donc, on saura le faire après. Et le dernier point, c'est de tester et encore tester. Donc, si vous avez un outil de simulation qui est intégré dans vos différents outils que vous utilisez, bah, c'est bien, c'est un vrai avantage. Donc, quand vous mettez à jour vos PRA et votre PCA dans son globalité, les différents outils, si vous avez des outils de test, c'est mieux. Alors, pour aller plus loin, parce que je n'ai pas trop voulu mettre des listes à la prévère d'outils et qu'on s'y perde dans les différentes slides, mais j'ai tout regroupé là, en fait. Donc, ce que vous avez la Syntec qui a fait un truc qui s'appelle Covid Syntec numérique et qui a listé tous les outils qu'on peut utiliser pour la protection du salarié. C'est santé, mais ça va plus loin que la santé, en fait. C'est santé, sûreté, sécurité. On a des plateformes de référencement aussi qui ont fait des choses. Le Safe Cluster, par exemple, pour tout ce qui est là c'est vraiment pure sûreté sécurité, qui a fait un catalogue de solutions face au Covid. On a eu ensuite des grands médias, donc Stratégie par exemple ou Madines, qui ont fait des listes d'initiatives ou d'entreprises qui ont réagi par rapport au Covid. Donc allez voir ça. Je ne sais pas si on pourra partager les liens. Si vous ne les avez pas, de toute façon, vous pouvez me contacter. Et puis les différents incubateurs. Donc là, je vais un peu plus parler du milieu qui est le mien, qui est le monde des startups. Vous savez que les startups sont souvent dans différents incubateurs. Donc, nous, on est au village du Crédit Agricole. Et le village du Crédit Agricole qui a des locaux un peu partout en France, toutes les grandes villes. Il a fait une liste des initiatives des startups du village face au Covid. Et bon, petit rappel pour s'abonner à notre newsletter qui n'est pas commercial. On ne dira jamais rien de nos évolutions. Enfin, on ne parle pas de nos produits, en fait. On fait ce qu'il ne faut pas faire. Non, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire c'est une newsletter professionnelle, en fait. Vraiment, on échange avec vous, on vous donne des conseils sur le métier sûreté sécurité, un peu comme je l'ai pu le faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment une newsletter, en fait. C'est plutôt une lettre de métier sûreté sécurité. Donc, vous avez les différents coordonnées de contact et les réseaux sur lesquels vous pourrez me joindre ou joindre l'équipe Aeropolis pour aller plus loin. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Inga, pour cette présentation aussi enrichissante qu'intéressante. Durant votre intervention, on a collecté quelques questions du public. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Pour autant, voilà, on va essayer quand même d'en poser quelques-unes. Donc, l'une des premières questions qui a été posée, ça a été posée par Cyril, qui dit ceci: dans le cas où les services informatiques sont externalisés et complètement déconnectés de la réalité du terrain, comment éviter le shadow IT? Entre parenthèses, je pense à la gestion par ticket assez largement utilisée afin de réduire les coûts. Mon première remarque, c'est dommage que les outils soient déconnectés de la réalité du terrain. C'est vraiment dommage. Et donc, il faut vite remonter ça et travailler et amener votre entreprise
à avoir des outils qui vous permettent d'être connecté au terrain. Donc, c'est un outil où vous devez l'avoir au fond de la poche. Hein. La gestion par ticket, ouais, c'est un exemple. On peut peut-être répondre à travers de cet exemple-là. Gestion par ticket. Donc, en gros, si je comprends bien, vous considérez que les services offerts par votre entreprise sont déconnectés de la réalité, Cyril, et donc vous allez utiliser des outils gratuits ou qui ne sont pas dans votre entreprise pour stocker des données dessus. Ok. Bon. En fait, il y a un côté positif et un côté négatif. D'accord. Le côté positif, c'est que vous allez pouvoir valoriser le fait que vous avez testé des nouveaux outils. Donc, à la fin du confinement ou de la crise ou de ce que vous voulez, vous allez pouvoir aller voir votre direction de l'innovation ou votre DSI et leur expliquer, en fait, ou votre manager même, et leur expliquer ce que vous avez fait et ce que ça a apporté à l'entreprise et le ROI, en fait, des outils que vous avez utilisés. D'accord. Donc, ce bon exemple-là, la pire des choses, ça serait qu'on vous tape sur les doigts. Donc, ce qu'il faut, évidemment, c'est que les gens soient assez matures pour comprendre que si vous avez utilisé ces outils, c'est pour amener de l'argent à l'entreprise. Et donc, que ces outils, ils ont intérêt soit à être intégrés dans l'IT de l'entreprise, soit à établir un contrat avec ces entreprises pour que les entreprises, ce soit bien ficelé, quoi. Qu'on soit sûr que les données ne vont pas fuiter, mais également qu'on peut se connecter. Donc, beaucoup d'entreprises, des entreprises externalisées, elles ont des API, et donc on peut récupérer les données. De toute façon, il y a les RGPD qui est là. Donc, on peut récupérer les données et les ramener de façon automatisée dans l'entreprise. Ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, malheureusement, c'est que vous allez devoir re-rentrer à la main ces données, donc vous allez devoir traiter ce shadow IT. Donc, malheureusement, comment éviter le shadow IT? Déjà, en faisant en sorte que ce soit plus du shadow IT et en travaillant la réintégration des données dans l'entreprise et en détruisant ce qu'il en reste dans le shadow IT. Et puis, l'autre point, c'est évidemment d'anticiper au maximum et de montrer les bons exemples pour que ces outils soient développés dans l'entreprise et que vous n'ayez plus à faire de shadow IT. Merci. Alors, une deuxième question a été posée par Ghislain Honoré, qui donne donc ce commentaire. Une récente enquête de l'Association nationale des DRH et du Boston Consulting Group France montrait que 59% des DRH pensent que peu ou pas d'investissements seront requis pour pérenniser le télétravail. Votre start-up se heurte-t-elle à ce manque d'anticipation des DRH et autres décideurs? Alors, évidemment, il y a des impacts parce que les gens s'attendent, les entreprises s'attendent à un impact sur l'économie. Donc, on attend le deuxième effet qui se coule. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, les lignes budgétaires sont gelées, peut-être temporairement, pour s'équiper de nouveaux outils. D'accord. Donc, là-dessus, bon, évidemment, on peut le regretter. Mais c'est aussi aux entreprises, enfin aux startups comme nous et aux fournisseurs, de pouvoir proposer des solutions aux grands groupes et aux entreprises, des solutions qui sont commerciales, c'est-à-dire par exemple d'avoir des périodes rallongées pour de l'essai et de l'expérimentation et de rémunérer l'année d'après. Et ça peut être possible si on a du soutien de banques. Il peut y avoir la BPI, mais il peut y avoir sa propre banque, avec qui on va expliquer que on a déployé pour cette année des outils dans des entreprises, que la ligne budgétaire elle sera ouverte plus tard, et donc on va aller solliciter des prêts. Et donc c'est un effort énorme de la part des entreprises comme les miennes, mais c'est à ce prix-là qu'on peut faire des choses en 2020. Et donc, par l'exemple, en amenant des outils sans forcément qu'il y ait un investissement, montrer qu'il y a du ROI, prouver le ROI et ouvrir des lignes budgétaires les années suivantes. C'est très très dur en fait de justifier l'apport de ROI, montrer que l'outil va amener de l'argent à l'entreprise. Donc moi j'ai des exemples aujourd'hui. Il y a donc celui des sociétés qui ont externalisé leur paye
l'apport qui a été mesuré, donc ce ROI a été mesuré. Et c'est difficile de mesurer un ROI quand on n'a pas déployé la solution dans l'entreprise. L'entreprise va toujours dire « Ouais, mais c'est pas parce que l'autre entreprise, ça fait gagner de l'argent que chez nous c'est différent. » C'est toujours différent. Chaque fois, ah, nous, on a un fonctionnement différent des autres. Chez nous, on est centralisé. Au contraire, on n'est pas décentralisé. Les marques ont leur autonomie. Au contraire, chez nous, tout est au siège. Il y a toujours une bonne excuse, mais il faut arriver à faire de l'exemple pour montrer que ça marche. De toute façon, si on le fait, nous, les entreprises qui proposent des innovations, on ne le ferait pas si on n'était pas convaincu que ça amenait un ROI aux entreprises. Et puis le dernier point, pour finir et pour clore, en termes d'outils de sûreté et de sécurité, pour ce qui est du télétravail, le travailleur qui est en télétravail, il est bien souvent en situation de travail isolé. Et donc, faites attention parce qu'il y a aussi des impacts juridiques. Donc, j'ai la liste, et je n'ai pas prévu d'en parler dans cette conférence. Mais je pourrais vous fournir, si vous me le demandez gentiment par mail, les articles juridiques qui montrent les différents impacts et aussi des exemples qui peuvent arriver sur l'entreprise. Donc, l'entreprise a aussi intérêt à se couvrir et peut-être à ouvrir des lignes budgétaires minimes pour s'éviter des impacts plus majeurs. Une dernière question peut-être avant de finaliser cette intervention. Alors Jérémy Michel qui nous pose la question, pouvez-vous nous présenter l'activité de votre société et comment vous avez concrètement assisté vos clients pendant la crise Covid? D'accord. Alors, bon, Aeropolis, on développe en fait une plateforme digitale pour la gestion de la sûreté et de sécurité, pour la gestion de risque. Cette plateforme, elle se découpe en deux outils. Il y a une plateforme SaaS, donc vous avez un portail web où vous loguez, etc. Ce portail, il est unique pour votre entreprise. Ne le partagez pas avec les autres, ce sont vos données. Et les données de d'Aeropolis sont hébergées chez notre principal actionnaire, qui est le groupe Thales. Donc, on est hébergé sur leur cloud. Donc, on amène la cybersécurité. Et puis, en mobilité, vous allez avoir le pendant d'Aeropolis qui est sur l'application mobile. Et l'application mobile, elle permet pour les décideurs de gérer ce qu'ils doivent gérer. Elle permet pour les intervenants, des gens de sécurité ou des personnes de nettoyage ou parfois même des SST dans certaines entreprises, d'avoir des tâches d'intervention et de travailler ça avec l'outil, d'avoir des chats pour la gestion de crise ou des choses comme ça. Et puis, elle permet pour tout un chacun d'être informé, par exemple, d'une alerte sur un site pour se mettre en confinement ou pour évacuer, mais également pour remonter un certain nombre de problèmes qui peuvent avoir lieu sur le site. Après, c'est l'entreprise qui choisit. Ça peut être un équipement défectueux, je sais pas, un extincteur qui est défectueux, ou je sais pas quoi, une fuite d'eau, une odeur bizarre ou un départ de feu. Mais ça se paramètre, on travaille avec vous, donc ça se paramètre au niveau de la direction sûreté ou sécurité. Ok. Donc ça c'est notre activité. Donc nous on a une méthode en fait dans l'outil. L'outil s'appuie sur une méthode. Vous pouvez aller voir sur notre site, c'est un peu expliqué. La première méthode c'est de faire une liste en fait des vulnérabilités et des types d'événements en fait qui peuvent survenir dans votre organisation. La deuxième partie c'est de travailler les personnes toujours sur l'interface SaaS. Vous allez pouvoir faire une matrice des postes stratégiques des personnes en fonction, selon leur rôle, directeur sécurité, les assurances, la com, etc. Vous pouvez décliner ce que vous voulez. Et donc ça va donner un besoin d'en connaître et un besoin des droits d'accès en fait sur l'outil. Et le troisième volet, qui est finalement le plus important, c'est d'établir vos procédures et vos process de sûreté et de sécurité. Après, ça peut être des process. Alors, c'est des process du quotidien, une ronde d'agents par exemple, ou des choses comme ça, ou des vérifications, de l'urgence. Il y a un départ de feu, il y a une intrusion, etc. Et jusqu'à la crise. Donc, on a ces 3 temps-là. Voilà, ça c'est la méthode. Qu'est-ce qu'on gère, qui peut le gérer et comment on va le gérer. Et à partir de ça, en fait, on peut générer, on peut aller jusqu'à générer donc des documents, des choses qui vous prennent du temps. L'avantage, c'est que la façon de travailler, elle est visuelle.
Donc, c'est des cartes actions en fait, sur lesquelles que vous travaillez. C'est très visuel. C'est interactif parce qu'on peut être à plusieurs, même séparés les uns des autres, et on va voir ce que fait le voisin. Donc, on peut bâtir des process et des workflows à plusieurs en fait, en coopération sur l'écran. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui est intelligent parce que l'outil, à partir du moment où vous avez renseigné tous ces workflows, vous pouvez les exécuter, les lancer via l'outil. Donc, c'est l'outil qui va déclencher des notifications à quelqu'un, des tâches à affecter à quelqu'un, et après, va vous générer vos mains courantes. Après, c'est de la gestion de data, donc il y a des choses qui sont dans le produit, et puis il y a des choses un peu plus spécifiques aux clients qu'on peut travailler avec vous, qu'on peut vous proposer. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu expliqué le produit parce que vous me l'avez demandé. Et puis, pendant la crise Covid, nous, on a apporté donc, on est aussi fort de propositions auprès de nos clients pour leur proposer des procédures et des workflows. D'accord. Donc, il y a ceux de leur propre PCA qui sont déclinés et digitalisés. Et puis, il y a du conseil qu'on va pouvoir leur apporter. Donc, on a amené 3 procédures pour le Covid. La première, c'était le questionnaire Covid, avec la déclinaison questionnaire externalisé ou dans l'outil. On a amené le questionnaire qui n'est pas très long, hein, pour savoir si tout va bien en télétravail, et puis derrière, ça pouvait déclencher des actions. Donc, si la personne disait que son poste de travail n'était pas ergonomique, ça notifiait une certaine personne qui allait prendre contact avec lui, lui amener des choses. Si la personne disait que psychologiquement, avec je sais pas, la famille ou quoi, ça n'allait pas, ça allait plutôt être une autre personne qui allait prendre contact avec. Et puis, le troisième, c'était « je ne suis pas à l'aise avec mes outils numériques ». Et donc là, une autre catégorie de personnes allait être notifiée pour venir appeler le salarié et puis l'accompagner, l'aider. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec les entreprises. Et puis, dans nos clients, donc on a aussi plusieurs départements et villes. Et puis, donc, avec l'une de nos villes, parce que la préfecture l'a autorisé, il y a eu cette ouverture à la population avec de nouveaux… Alors, c'était pas… Enfin, on est allé au-delà de la matrice de risque, là, pour le coup. On est allé dans une matrice de service. Et donc la population pouvait être notifiée, effectivement. D'ailleurs, ça marche encore. Hein. Maintenant, elle est notifiée des alertes météo. Il y a un orage, une vague d'orage. Il y a 2 vagues d'orage, en fait, depuis 2 mois. Et donc, il y a eu des alertes à la population avec des consignes, etc. Mais pendant le Covid, les gens pouvaient faire de l'autodiagnostic Covid. Donc ça poussait la mairie à se rapprocher des personnes. Et ils n'avaient pas le résultat du test. Ils n'avaient pas les données médicales, mais ils savaient que la personne les avait sollicités suite à un test. Et du coup, ils pouvaient les rapprocher de pharmaciens, de médecins, etc. Et puis, si la personne acceptait de se géolocaliser, en fait, on avait des probabilités dans les quartiers de progression du Covid. Donc, avec ça, alors on n'a pas fait à grande échelle au niveau national, hein, mais dans les villes, en tout cas, l'application aurait pu permettre, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais elle aurait pu permettre d'identifier des quartiers où les gens ont beaucoup sollicité cette fonction de QCM Covid. Donc, la probabilité qu'il y ait le Covid dans ce quartier allait être supérieure, et donc on pouvait procéder peut-être à un confinement de quartier, peut-être à du nettoyage, peut-être à de la diffusion d'informations dans le quartier, etc. Donc, c'était quelque chose qu'on a apporté. Et dans les services, il y avait le support psychologique. Donc, dans la ville qu'on accompagnait, chez eux, dans la ville, il y avait des gens qui étaient une cellule psychologique par la ville. Et donc, la personne pouvait faire une demande de support psychologique, recevait un numéro de téléphone à appeler ou la personne appelait directement. Et le dernier service, c'était qui s'est fait sur le tard, c'était les personnes âgées donc, qui sollicitaient la mairie pour se faire livrer des plateaux repas. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur India. Je pense qu'on va arrêter la conférence ici pour ce soir. On vous remercie pour votre présentation. On vous remercie aussi d'avoir répondu aux questions du public. Merci à tout le monde aussi de vous être connecté ce soir pour participer à cet événement. Si cette conférence vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait d'autre. Vous avez reçu normalement notre newsletter par mail, ce qui pourra vous permettre donc d'avoir toutes les informations sur nos futures conférences. Je tiens aussi à préciser que M. India sera présent le 3 novembre au Risk Day, donc mis en place par notre club, qui sera une journée entière dédiée au management des risques. Il sera présent encore une fois pour soutenir notre club et faire une présentation autour donc de questions inhérentes au management des risques. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.